Bonjour, bienvenue dans Prince Talk, votre podcast inspirant. Je suis Prince Atobla et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monsieur Charles Nguessan, qui est le PDG de la structure CITech Group. Ensemble, nous allons explorer son parcours, ses succès, ses défis. Il nous donnera énormément d'inspiration pour lui qui évolue dans le domaine de l'industrie musicale et qui a mis en place une fintech dans ce même domaine. Ne décrochez pas. Prenez plaisir à nous écouter. Le meilleur est pour la suite. Charles. Ouais, mon frère Prince, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Heureux de te rencontrer. Hein? Oui, mais moi aussi. Ouais, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, ça remonte quand même à 2024. Je pense. 2023. 2023. Oui, quand on a fait l'événement. Ouais. Ah oui, l'inauguration. Ouais. Ah, c'était en 2023. Ouais, en 2023. Ça passe trop vite. Très. C'est janvier qui dure. Sinon, les années passent vite. On est dans les 60e jours du mois de janvier. Je t'assure. Mais moi, tu sais, j'ai changé la date sur mon téléphone. Comment Là, ça? je suis aujourd'hui au 3 février. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 28, mais je suis tellement pressé de passer janvier que j'ai mis 3 février. 3 février, non? Donc, moi, je suis en février. C'est vous qui êtes encore en janvier. Donc, ton mois de février encore va se rallonger, naturellement. Non, pas du tout. Je le raccourcis. Il va finir vers le 15. En tout cas, c'est un plaisir Merci pour moi de t'avoir sur ce podcast. Merci. Tu fais partie des premières personnes que j'ai le plaisir de recevoir. Ah, donc c'est un honneur. L'honneur, il est partagé. L'honneur, il est partagé parce que tu me fais l'honneur d'être là. Sans hésiter, tu as accepté l'invitation. Et tu fais partie des personnes qui, pour moi, sont un modèle, une source d'inspiration. Et ce sont ces valeurs-là que dans ce podcast, on veut être en mesure de partager aux personnes qui nous suivent. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de choses sur les réseaux. Et si dans ce lot de choses, on n'arrive pas à ressortir du contenu éducatif qui peut permettre à des personnes de passer d'un niveau A à un niveau Z, on va tous se noyer. Parce que je pense qu'on peut bien rester dans son petit salon, se plaindre de ce que il n'y a pas de bon contenu sur les réseaux. C'est ça. Et puis, il y a une autre chose, c'est de se dire, je peux être un acteur de changement. Il faut que je fasse les choses pour que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, mes amis, les enfants de mes amis, mes cousins, que ces personnes-là puissent avoir du contenu à partir duquel ils pourront s'inspirer, trouver leur voie. Voilà. Et c'est ce qui nous motive. Exactement. Voilà, à lancer ce podcast dénommé Prince Talk. Ouais, super. En tout cas, félicitations. Merci. Pour l'initiative. Merci. Ce genre d'initiatives sont à encourager. Et dis-toi que tu as tout mon soutien. Merci. Voilà, toutefois que tu auras besoin de moi. Et même si d'autres personnes que je peux te mettre en contact, je le ferai sans hésiter. Merci. Ouais, Merci. En tout cas, Merci. félicitations. Et puis, en tout cas, on est là. Merci. J'ai énormément de questions pour toi. D'accord, super. Parce que, comme je te disais, je te trouve très inspirant. Ouais, merci. Et tu sais, quand tu trouves un trésor, souvent, tu n'as pas envie de le garder pour toi seul. Tu as envie de l'exposer. Merci. Tu fais partie des personnes, je pense, qui comprennent bien le fait qu'on dise qu'une lampe n'est pas faite pour être mise sous le boiseau. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais on l'expose pour que ça puisse éclairer toute une salle. Et c'est dans l'intérêt, je pense, de tous de savoir pleinement qui tu es, ce que tu fais, quel était ton parcours, quels ont été tes défis, tes succès. Et je pense que dans ce lot de personnes qui nous suivront, ça pourra en inspirer au moins quelques-unes. Donc, premier point que je veux aborder avec toi, tu sais comment je te vois, je pense à un geek, comme les Américains le disent, un génie. Tu vois, le gars qui est dans son coin, qui pense à 1001 choses. Pour preuve, hein, sur tes statuts WhatsApp, tu fais partie des rares personnes que je vois mettre des équations mathématiques à résoudre et puis qui prend le temps de donner la réponse avec un petit stylo, des formules telles que les ln, logarithme népérien, il va te sortir des trucs. Donc, ça montre vraiment que tu es un peu un homme à part. Merci. Quel a été ton parcours? Merci beaucoup, Prince.
Bon, j'ai un parcours ordinaire aussi, hein, comme tout le monde. Bon, commençant déjà par le bac, donc j'ai fait un bac C. Ok. Après le bac, j'ai intégré l'INPHB. Ok. J'ai fait déjà le diplôme en mine à l'USMG. Donc, je sors en 2016. Pour me lancer, j'étais chez Petrosi. Ok. Après Petrosi, j'ai été à Terrabo. Terrabo, je suis parti à Global Service où on était en charge des projets Total, Shell et tous les grands pétroliers. Et c'est en 2018 que je démissionne pour me lancer vraiment dans cette aventure entrepreneuriale. Parce que, en fait, depuis la cité, Mayam Sokro, comme tu le sais bien, mais je travaillais bien évidemment sur mon projet entrepreneurial. J'ai réunissé même mes amis. Il faut qu'on crée nos propres entreprises. Il faut qu'on y vaille parce qu'il y a quand même des antécédents. Il y a quand même des choses que j'ai appris. Peut-être on reviendra sur le parcours entrepreneurial. Voilà, depuis que j'étais à l'école, au secondaire. Voilà, donc dans ma tête, c'était qu'il fallait que je parte à l'école, avoir de bons diplômes, mais en fait, devenir un grand homme d'affaires. Ça, c'était ça. Donc, quand j'étais à l'école, j'ai réuni mes amis. Il faudrait qu'on lance notre propre entreprise. On va faire ça uniquement pour les polytechs. On va changer le monde. Voilà, c'est ce que je leur disais, en fait. Voilà, donc après ça, je sors, je fais déjà un master en gestion de projet encore. Je fais un MBA et puis un autre master spécialisé en programmation blockchain et plusieurs certifications pour finir, en fait, et encore apporter des solutions durables dans l'industrie dans laquelle nous nous sommes lancés. Super. Mais je trouve ce parcours atypique. Pourquoi? Parce qu'on parle de quelqu'un qui a fait les mines et la géologie, qui se retrouve en train de faire de la programmation de blockchain. Faut dire, la blockchain, c'est toute la partie intelligente qui soutient dans un autre univers, les crypto-monnaies et tout. Donc, j'ai envie de dire de gars qui part du pétrole à l'informatique. Comment on y arrive? Bon, en fait, depuis la cité, tu sais, en tant que polytech, on a la main un peu dans tout. Moi, depuis la cité, j'ai commencé à faire déjà cette orientation avec les petites programmations qu'on faisait, des Python et tout ce qu'on fait, les algos qu'on faisait. Mais moi, pardon, je vais préciser. Python, c'est un langage de programmation. Faut pas que les gens pensent que c'est le serpent. C'est clair. Bon, effectivement. Et de là-bas, j'ai commencé vraiment à me focaliser sur tout ce qui est informatique. Parce que pour moi, d'ailleurs, même la première entreprise que je voulais lancer, c'est UTLP. UTLP, Univers des technologies des logiciels professionnels. Pour moi, c'était de concevoir ou encore former encore des étudiants sur des logiciels métiers et concevoir d'autres logiciels métiers pour répondre aux besoins plus spécifiques dans le domaine, que ce soit pétrolier ou d'autres domaines spécifiques. Et j'étais beaucoup plus, je m'exerçais plus en informatique même que les domaines miniers parce que, en gros, je ne voulais pas vraiment travailler dans une entreprise pétrolière ou minière pendant longtemps parce que les conditions ne m'arrangeaient pas et ça ne répondait pas forcément à mes aspirations. Ceux qui travaillent dans les mines savent, ils vont aller faire peut-être plusieurs jours et puis ils ont peut-être certains jours pour venir se reposer et ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de trucs. Donc, pour moi, ce n'était pas vraiment dans mes aspirations aller rester sur une plateforme pétrolière, dans une mine et tout ça. Non, ce n'était pas dans mes aspirations, mais c'est de pouvoir vraiment apporter des solutions beaucoup plus plausibles. Donc, l'informatique était vraiment l'outil. Vous savez, c'est Alien, puis j'ai touché pour la première fois ordinateur. Et j'ai touché ça pour la première fois. J'ai trouvé une passion extraordinaire pour la chose. Et j'y suis. Donc, quand je sors et je commence véritablement à me former encore, former sur Internet, faire des certifications, je suis toujours dedans. Et à force de ces essais, voilà, on devient donc ce forgeron-là. Donc, c'est ce qui a permis de pouvoir arriver à là. Parce que pour moi, si tu veux te lancer dans un domaine, le minimum, c'est de savoir en fait ce que tu veux faire et comprendre un peu l'environnement dans lequel tu es et avoir aussi les connaissances, les armes nécessaires pour pouvoir faire face aux différents défis techniques que tu peux rencontrer. Donc, il est bon de pouvoir encore se former dans ces domaines-là. Donc, en quittant le mine, c'est une reconversion totale que je fais. Mais en même temps, avant de sortir, même de démissionner, même j'ai développé un logiciel qui permet en même temps d'optimiser tout ce qui est des vols sur les stations-service. Donc, ça veut dire que je n'ai pas laissé tout
pour qui venir, mais l'outil informatique est un domaine tellement transversal qui peut apporter des solutions dans n'importe quel domaine. Exactement. Et le pétrole fait toujours partie de mes domaines de prédilection. Super. Mais je suis aujourd'hui focus sur des défis de l'industrie culturelle. Ok, super. Tu vois, ça me pousse à te poser la question. Tu vois, ce changement. C'est quoi Parce que beaucoup de personnes se restreignent un peu quand il s'agit de passer du domaine dans lequel ils ont passé énormément de temps à se former à un autre domaine qui est totalement différent. Pour toi, quel a été l'élément sur lequel tu t'es appuyé, le mindset que tu as eu? Qu'est-ce qui a été cette source de force et de motivation qui t'a aidé aussi à être discipliné pour arriver à faire ce basculement? Oui. L'un des éléments les plus forts, je pense bien que c'est mon désir, je ne pourrais pas dire la passion d'entreprendre, c'est-à-dire que de réussir l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, le succès entrepreneurial ne repose pas sur un produit. En fait, c'est ma propre perception. C'est-à-dire que le succès entrepreneurial ne repose pas forcément sur un produit parce qu'il n'y a pas dans ce monde-là un domaine qui est éternel, stable. Donc, si ton succès entrepreneurial repose sur un produit, s'il y a un seul décret qui vient changer ton environnement, soit tu éteins. C'est clair. Donc, il y a ce que j'appelle le why. Pour moi, mon why, c'est l'innovation adaptée. Donc, quand tout ce que je fais, c'est vraiment l'essence. Il faudrait que j'arrive à apporter quelque chose. Et ce que je vais apporter, et puis comme tout élève scientifique, tant que tu es en train de résoudre un exercice de mathématiques, tu n'as pas encore trouvé la solution. Tu vois ce que ça te fait, non? C'est ça. Donc, tant que je ne suis pas encore arrivé au bout, je ne peux pas m'arrêter. OK. Donc, cela exige, ma femme le sait, dit, mais tu es un célibataire, tu es marié dans la peau d'un célibataire, parce que ça exige beaucoup de travail. Et il faut être d'abord quelqu'un qui aime le travail dans ce style-là. OK. Voilà, du travail acharné parce que tu es en train de faire un changement, un basculement. Ce n'est pas ton domaine de base. Donc, il y a beaucoup de prérequis que tu n'as pas. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices que tu dois faire, de ton temps, de ton argent et des personnes. En tout cas, il faut faire beaucoup de sacrifices pour arriver à là. Donc, pour que j'étais déjà habitué à ça, voilà, à travailler dur, à courir derrière des solutions et chercher vraiment à les trouver. Si je résume ma problème mathématique, frère, si je n'ai pas trouvé, je suis déçu en fait. Et donc, je ne sais pas abandonner facilement. Voilà, je ne sais pas abandonner. Et c'est ça vraiment qui me pousse. Tant que ce que j'ai dans ma tête, je n'ai pas encore pu matérialiser, j'y suis. Voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment une force intérieure qui me permet vraiment de pouvoir, tout ce que j'essaie de faire, d'aller jusqu'au bout et voir les résultats. Super. Et tu penses que jusque-là, ça te réussit? Ouais, pas mal d'échecs, mais bon, ça va. C'est pour parler d'une citation de Nelson Mandela, paix à son âme. Il dit, pour lui, il n'échoue jamais. C'est clair. Soit il réussit, soit il apprend. Il apprend. C'est une citation que j'ai un grand frère qui aime énormément. Je vais prendre quand même le soin de le citer. C'est un grand frère que j'aime beaucoup. Il s'appelle Frédéric Hébé. Super. Et à chaque fois, il dit, Prince, je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. C'est clair. Et en général, c'est le mindset de beaucoup d'entrepreneurs parce que quand on parle d'échec, c'est de dire le mot est ordinaire. Mais dans le fond, on sait que pour chaque échec, on a su capitaliser cet échec-là et ça nous a permis de pouvoir donc arriver à un autre résultat. Exactement. Oui, non. Donc souvent, ça c'est généralement le mindset de beaucoup d'entrepreneurs qui souhaitent, parce que même Google, a un cimetière de projets échoués. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont un espace pour chaque projet échoué, ils ont un cimetière qu'ils font. Le PDG de Apple disait qu'ils ont plus de 90% de leurs projets échouent, mais seulement 10% font leurs chiffres. Super. Donc, ça fait que mais l'échec dont on parle, c'est l'échec, le mot. Mais dans la pratique, on en tire quelque chose. On en tire quelque chose et donc ça devient toujours une leçon pour pouvoir donc arriver donc à atteindre déjà les objectifs. Non, c'est parfait.
Tu sais, là, je pensais à un élément qui je pense aussi important. C'est vraiment de définir ce que c'est qu'entreprendre. Ouais. Quelle définition tu peux donner à l'entrepreneuriat? Ouais. Parce que, j'explique, parce que c'est vrai, les gens peuvent aller chercher sur les réseaux, sur Google et tout, avoir des informations. Mais pour des personnes qui voient l'entrepreneuriat comme quelque chose d'effrayant, comment toi, tu peux le définir de façon simple pour toi aujourd'hui qui es entrepreneur? En plus de toutes les définitions que les gens peuvent donner à l'entrepreneuriat, personnellement, ce que je peux ajouter, voilà, c'est en fait de décider de concrétiser une idée en une opportunité d'affaires, tout en étant conscient du sacrifice à mener. Pour moi, si on définit l'entrepreneuriat sans un sacrifice, sans le mot sacrifice, pour moi, on aurait... ça ne serait pas complet. Donc, pour moi, c'est de décider de concrétiser une idée nouvelle ou améliorer un produit qui existe, tout en se sacrifiant. Quand on parle de sacrifice, il y a le temps, il y a l'énergie, il y a son argent. Et à la fin, avoir un bon système qui répond à un besoin et qui contribue au développement économique du pays. C'est d'ailleurs là que j'appelle vraiment l'entrepreneuriat intelligent. Donc, ce que je suis en train d'éditer, le prochain livre que je suis en train d'éditer. Voilà. Parce que si on prend conscience, en fait, du fait qu'on est en train d'apporter une idée nouvelle ou on est en train d'améliorer un produit, est-ce que ça répond exactement à un besoin? Or, pour répondre à un besoin, il va falloir faire certains sacrifices sur soi-même d'abord, afin de pouvoir apporter quelque chose à l'humanité. Même Christ, pour apporter déjà le salut dont on parle aujourd'hui, il a fait beaucoup de sacrifices. Exactement. Et dans la pyramide des sacrifices, plus le sacrifice il est grand, plus le résultat ou encore la gloire qui est derrière impactante. Voilà, impactante. Exactement. Voilà. Donc, si on veut apporter quelque chose de solide, vous prenez le cas d'Elon Musk, bon, j'ai les titans de la tech, voilà. Mais quand on regarde tous leur histoire, il y a eu des moments de déclic où ils ont été tous vigilants. Et ils étaient obligés de se sacrifier ce moment-là pour qu'ils arrivent à ces résultats. Pour passer le cap. Pour pouvoir passer le cap. Donc, et quand ils ont passé le cap, quand tu prends le cas de Bill Gates, Steve Jobs, quand tu prends le cas de Elon Musk. En tout cas, Elon Musk et tout, en fait, ils ont eu tous eu ce moment. Et souvent, ce qui m'arrive, c'est que quand je suis dans des moments d'incertitude, je pars en fait sur Internet, je cherche en fait leur histoire, et tous les grands là, et je cherche leur histoire pour savoir en fait quelles étaient les difficultés, comment est-ce qu'ils ont fait. Et c'est ça en fait. Je me suis dit, ah ok, donc les autres aussi ont connu des grandes difficultés, donc je ne suis pas le seul. Donc on peut aller encore. C'est un peu comme ça. Effectivement. Voilà, donc c'est un peu ça pour résumer. Ce que je donne comme définition, c'est donc concrétiser une idée ou encore améliorer des produits, voilà, tout en se sacrifiant pour répondre à des besoins plus ou moins de notre population et en vue véritablement d'apporter déjà un développement économique et social de notre pays. Naturellement, ça crée des valeurs si tu apportes déjà un développement économique et social. C'est clair. Voilà. Donc, tout ça pour amener des personnes qui souhaiteraient entreprendre de pouvoir penser simplement à mettre en place un système qui ne dépend pas forcément d'eux. Moi, aujourd'hui, toute ma bataille, c'est de dire, si je ne suis pas là, Citec ne doit pas dépendre de moi. Exactement. Donc, une bonne entreprise, c'est comme ça. Quand on veut travailler à long terme, on ne travaille pas pour... Quand je suis là, l'entreprise marche. Quand je ne suis pas là, l'entreprise ne marche pas. Et tout part du système d'information qu'on essaie de mettre en place. Et pour mettre le système d'information en place, dans un premier temps, tu n'auras pas l'expertise qu'il faut. Donc, il te faut toi-même te former. Exactement. Ensuite, si tu ne t'es pas formé, tu n'auras pas de bon système. Et pour te former, il va te falloir déjà de ton temps, de ton énergie. Donc, si les gens finissent à 18h, ils s'en vont au travail, toi, tu dois finir peut-être à des heures plus tardives parce que tu es en train de te former. Exactement. Pour mettre en place ton système. Et une fois que le système est stable, tu peux maintenant voyager. Exactement. Et souvent, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'a même pas de système stable. Et on est pressé à voyager.
Et après, quand on fait ne serait-ce qu'un mois, on pense que tout va mal ici. Ouais. Mais il n'y a pas de bon système qu'on a mis en place. Donc, il n'est pas sécurisé. Oui, il n'est pas sécurisé. Derrière soi, on peut facilement détourner sans même que le boss ne sache ce qui s'est passé. Exactement. Et c'est de pouvoir travailler vraiment sur son système. Et puis, voilà, on arrive à construire déjà des entreprises durables, quoi. Et c'est en fait dans ce style-là que je peux donner comme définition de l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Merci pour la définition. Il y a un élément qui attire mon attention et qui me pousse à te demander, pour toi, est-ce que parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent entreprendre. Oui, c'est ça. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre. C'est ça. Et ce qu'elles avancent souvent comme blocage, c'est le financement. D'accord. Les ressources financières. C'est ça. Est-ce que, pour toi, les ressources financières sont, quand je dis pour toi, dans ta manière de voir les choses, est-ce que ça peut constituer vraiment un frein à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il n'existe pas des modèles qui peuvent faciliter l'accès à l'entrepreneuriat sans avoir nécessairement soi-même une épargne qui permet de financer son projet? L'aspect financement est un élément très capital dans le développement d'entreprise. Et ça, par exemple, il faut l'aborder sur plusieurs angles. Okay. Parce que tous les domaines ne se ressemblent pas. Les domaines de prédilection entrepreneuriale varient d'un domaine à un autre, donc les investissements varient d'un domaine à un autre. Exactement. Mais toujours est-il qu'il y a des domaines où encore, de façon générale, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on démarre en entrepreneuriat, il n'est pas bon de partir avec l'argent d'autrui. OK. Vous savez, l'entrepreneuriat, tout ce qu'on peut faire dans les business plans ne nous donne même pas une connaissance de plus de 10% de ce que nous allons faire sur le terrain. Même si tu fais même une étude de marché sur le terrain, la personne qui te dit, oui, si tu envoies ton produit, je vais acheter. Quand le produit sera disponible, il ne va pas acheter. Exactement. Il y a quelqu'un qui me disait ça. Ouais. Ah ouais. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu prends l'argent de quelqu'un et que tu démarres ton entreprise, ça veut dire que s'il y a des coûts, toi-même, tu ne maîtrises même pas cette aventure. Tu n'as aucune maîtrise, même qu'une même mise sur la chose. Donc, quand cet argent se perd... On ne te fait plus confiance. Voilà. Donc, en fait, tu arrives à une dépression parce que, premièrement, tu ne peux plus faire face aux personnes à qui tu as parlé, celui à qui tu parlais avec la fougue, avec toute l'ardeur. Tu as toute la honte maintenant. Voilà, tu as honte. Tu ne peux même plus également venir lui rembourser parce que toi-même, tu es en difficulté. Donc, tu rases les murs finalement. Exactement. Donc, il est toujours bon de pouvoir démarrer avec le peu. Vous avez épargné un peu. Vous démarrez avec le peu. Avec ça déjà, et moi avec du recul, c'est ce que je peux dire, avec ça, vous pouvez dire, OK, je commence à évoluer. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat ne commence pas par de l'argent. On n'empêche personne de rêver. C'est ça. Tu peux penser un projet et tu peux dire, OK, voilà le projet que je vais mettre en place. La première des choses, comment je structure ce projet. Ça, c'est le premier niveau. Le premier niveau. C'est-à-dire que ça passe avant l'argent. Oui, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'argent pour ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de structurer, prendre un document Word, écrire ton idée, chercher déjà à savoir les premières informations, avoir les premières informations de ton idée, chercher déjà à faire déjà le premier prototype, tous ces éléments-là, ça c'est sur fonds propres. Oui. C'est pour cela ceux qui sont dans l'innovation, souvent je parle sur le principe du design thinking, donc le design thinking process, qui est donc sur 5 phases. La première phase, c'est donc la phase d'empathie. Donc, j'ai une idée. Je pars vers des personnes, vers ma cible, et j'essaie de me mettre à leur place pour voir en fait ce qu'ils vivent. Est-ce que l'idée que je vais vraiment apporter là, est-ce que ça va vraiment répondre? Ou du moins, tu te retrouves dans un environnement et tu constates un problème. Oui. Soit toi, tu vis la chose, soit toi, tu te mets à la place des personnes qui vivent la chose pour comprendre réellement le besoin. Oui. Une fois que j'ai le besoin, je passe maintenant à la phase d'identification. Donc, il s'agit maintenant de pouvoir donc me poser les problèmes, identifier les vrais problèmes, les problèmes phares. Une fois que j'ai fini d'identifier déjà tous ces problèmes, je passe à la troisième phase qui est la phase d'idéation. La phase d'idéation va consister maintenant à émettre des idées. Souvent même, tu as une petite équipe, vous faites du brainstorming, vous envoyez des idées.
jusqu'à ce que vous faites déjà la cartographie des idées pour voir en fait quelle serait donc les meilleures ou bien la meilleure idée qui peut répondre exactement aux besoins de cette cible-là. Une fois qu'on a fini cette étape, toutes ces étapes-là, on n'a pas besoin d'argent nécessairement. Ouais. Comme je l'ai dit, ça dépend d'un domaine à un autre. Il y a des domaines, tu as payé transport pour partir. Il y a des domaines où tu vas peut-être marcher pour aller vraiment vers ta cible. Ouais. Mais ça, c'est vraiment des faibles moyens. Si tu veux vraiment aller, tu peux comment trouver des moyens, ces petits sous-là, pour commencer ces phases. Une fois que tu as la phase d'idéation, tu vas passer maintenant à la phase de prototype. Okay. Comment est-ce que je fais d'abord les premiers éléments pour répondre? Je vais faire déjà des chips, je vais faire tant, je vais faire telle chose. Je vais faire d'abord les premiers prototypes. Est-ce que ça répond vraiment aux besoins? Les gens vont commencer à tester un nombre restreint de personnes. Ils vont commencer à voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et ainsi de suite. Une fois que tu vois déjà leur approbation, tu prends leur retour. Et maintenant, tu passes à la phase test. Là, c'est une cible beaucoup plus large. Super. Et une fois que tu as ça, quand tu as tous les retours, tu lances maintenant au grand public. Super. Et tout ce processus-là, Prince, si tu prends un projet, quelqu'un vient te voir avec un produit déjà testé, tu n'auras pas du mal à l'aider. Exactement. Que de prendre quelqu'un qui est toujours dans l'idée, qui veut venir te parler et qui veut qu'on l'aide avec ça. Parce que pour qu'il arrive déjà à la phase test, il aurait déjà investi le terrain. Exactement. Il s'est déjà mis dans la peau de la chose. Il vit maintenant la chose. Il explique avec passion. Super. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est né. Je comprends. Et cette chose qui est née en lui, là, c'est ça qui va lui permettre de pouvoir franchir les difficultés et pouvoir arriver à la réalisation de son projet. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. À partir de ce moment-là, dès l'instant où on a le produit, on va se concentrer maintenant sur comment est-ce que je mets en place. Vous voyez, par exemple, les projets qu'on est en train de faire. Quand il a dimensionné le projet au départ, il sait que c'était plusieurs millions d'euros qu'on devait pouvoir lever. Mais pardon, je ne veux pas t'interrompre. Je veux juste faire un petit récap sur les 5 phases. Oui, c'est ça. Pour ceux qui nous suivent, j'espère que j'ai bien compris. Oui. Donc, premier élément, tu as parlé d'empathie. Exactement. Deuxième élément, identification. Du problème, oui. Troisième, idéation. Oui. Quatrième, prototypage. Oui, c'est. Et puis le dernier, il faut faire le test. Le test. Le test. OK. Ça. Parfait. Une fois qu'on a ça, vous avez déjà un produit. N'importe qui peut déjà vous aider. C'est ça. Et ceux qui sont dans les projets, par exemple, ça c'est généralement pour des cas de projets d'innovation. Ceux qui sont dans les TIC, les startups, tout ça, eux, c'est une phase très, très importante pour eux. Parce que eux, ils ont besoin souvent. Leurs produits doivent venir créer la demande. C'est différent des produits où la demande est là, on vient répondre. C'est ça. Il y a des produits innovants. C'est-à-dire que les gens n'ont pas pensé au produit. Toi, tu apportes un nouveau produit pour venir sur le marché et tout. Donc, c'est ton produit, c'est ton offre qui va suscite la demande. Et la demande. Donc, eux, ils ont beaucoup d'efforts à faire. Donc, souvent, ce process est très important. Par contre, pour des personnes qui sont dans des produits standards, mais en même temps, quand tu es dans un produit standard, ou bien il y a une demande qui est là, forcément, tu as une démarcation. Donc, ça veut dire qu'il y a des concurrents. C'est ça. Donc, c'est ton élément de démarcation que tu dois vraiment travailler pour que, quand tu arrives à la phase de prototypage ou bien la phase de test ou bien ton produit est là, les gens facilement, avec tes premiers jets que tu as eu à faire, tu vas dire, OK, dans la phase test, j'ai eu par exemple tel nombre de ventes, voilà les difficultés que j'ai rencontrées, voilà. Au moins, tu as une histoire à raconter. Tu as une histoire à raconter. Parce qu'effectivement, les gens ils pourront te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que je puisse me permettre de te remettre de l'argent. Exactement. Donc, à partir de là, voilà, d'abord un frère ou un mentor, quelqu'un va t'appeler pour te dire, OK, avec déjà tu as déjà fait, je pense que déjà je peux t'aider. Généralement, c'est eux que j'appelle les business angels. OK. Les business angels, souvent, on pense à des trucs. Moi, je dis, c'est les anges d'affaires. Ouais. Généralement, c'est des personnes, ça peut être même de l'argent qu'on te donne, ça peut ne pas être de l'argent. Ouais. Le business angels, je peux être là, tu es en train de développer ton produit. Je te donne une voiture. Tu peux ne même pas avoir de l'argent, mais je prends ta main. Je te fais rentrer quelque part. Je te fais rentrer quelque part. Et ce quelque part-là résout tout ton problème. Ouais. En tout cas, moi, j'ai des business angels. Super. Super. Et oui, c'est vrai, parce que j'ai des business angels et ces personnes-là, ils arrivent véritablement souvent, ils arrivent ce n'est pas forcément de l'argent, mais ils comprennent tellement ton idée à cause de leur... et ils ont un vaste réseau, ils peuvent facilement t'introduire. Et la seule chose
l'une des caractéristiques qu'on demande, c'est vraiment la loyauté, l'intégrité qu'on demande véritablement aux entrepreneurs. Donc, une fois que tu as ça, que la personne a vraiment confiance en toi, peut facilement t'introduire quelque part. Paf, le gars te donne, même si c'est un petit montant dans un premier temps, ça va commencer à développer ta chose. C'est ça. Mais c'est de pouvoir y travailler. C'est avec l'histoire. Quelqu'un ne peut pas te mettre en contact avec quelqu'un d'autre si... Il n'a pas la preuve que tu n'es pas honnête ou que tu n'es pas un bosseur. Exactement. Non, je suis d'accord. Que tu es un bosseur. Donc, c'est un peu ça. Donc, la problématique de l'argent, c'est important, mais l'argent est un moyen. L'argent est un moyen. Merci de le dire. Pour moi, l'argent n'a jamais été un blocage pour mes projets. Parce que quand je démarre un projet, quand j'ai fini toutes ces phases que j'ai fait, en fait, quel que soit le montant que je veux, tu l'auras. Je l'aurai en fait parce que j'aurai travaillé sans avoir forcément demandé cet argent. Mais avec la matière grise, l'intelligence naturelle que j'utilise pour pouvoir travailler le produit jusqu'à ce niveau, forcément, ça va séduire quelqu'un. Et ça me rappelle une belle citation de l'ex-président de la France, Nicolas Sarkozy. Il dit, ce n'est pas l'argent qui fait les projets. Ce sont les projets qui font l'argent. Exactement. Mais qui parle de projet, ça veut dire qu'on est passé quand même déjà un peu de l'idée à la matérialisation. Et il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un juste à qui tu vas présenter un produit juteux qui n'accepterait pas de prendre le risque avec toi. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est d'encourager vraiment chacun à pouvoir aller véritablement. On veut lancer un produit. Il ne faut pas se faire de blocage. Même tu peux dimensionner ton produit, ça peut faire des milliards. Ne te fais pas de blocage. Parce que le milliard, c'est parce que tu as dimensionné un projet. Travaille sur ce projet avec ce que tu as, avec l'intelligence que tu as. Du fait que tu aies travaillé sans avoir cet argent et que tu es parvenu à faire sortir un prototype, naturellement, ça peut faire déclencher cet argent. Exactement. C'est clair. Peut-être que je le dirai parce que, vous voulez, par exemple, aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Régis Bamba de Diamo. Oui. Que je salue au passage. Ah oui, que je salue au Salut passage. Régis. Voilà. Et tu vois, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que j'ai suivi un peu tout son parcours pour voir même comment est-ce qu'il a commencé. Et heureusement, son business angel aussi, c'est aussi mon business angel. Super. Voilà, on a quand même quelques histoires en commun, mais lui ne sait pas d'abord. Okay. Voilà. Et, mais quand je regarde en fait son parcours, ils avaient déjà le produit. Ils cherchaient juste le moyen de pouvoir percer en fait. C'est-à-dire que c'est juste une petite opportunité pour faire connaître le produit et encore de pouvoir mettre le produit sur le marché. Et quand ce business angel est venu, il a créé juste l'occasion. Paf. Aujourd'hui, moi, je dis peut-être en 2025 ou bien 2026, ils seront donc la première licorne de Côte d'Ivoire. Je vais dire parmi les startups. Tu vois? Donc aujourd'hui, ils sont extrêmement puissants. Mais quand ils arrivent à ce niveau, ils auraient eux-mêmes travaillé. Ils ont été incubés dans Y Combinator. Donc ils ont fait un travail sur eux-mêmes. C'est ça. Et donc, quand vous arrivez vraiment à ces petits bouts d'opportunité-là, non, mais ça va plus vite, quoi. Je suis chanceux d'avoir en face de moi celui qui connaît le business angel de Régis et qui est le tien également. Oui, c'est clair. Ça veut dire que ceux qui nous suivent, juste après, vont courir après toi. Non. Ils vont courir après toi. Mais il faut qu'ils viennent avec des projets concrets. Parce que je pense que les gens ne réchignent pas les projets, mais on veut des personnes qui ont de la maturité, qui ont suffisamment fait des efforts sur eux-mêmes, qui viennent avec de la matière. Voilà, parce que les gens, tout le monde a peur de perdre son argent. C'est clair. Donc, on veut investir dans des choses qui, plus ou moins, on se dit, ce sont des choses qui seront un succès. Ouais. Je veux revenir. Tu as écrit un bouquin qui a pour intitulé « Vaincre la peur d'entreprendre ». Donc, j'imagine que si c'est ce titre que tu as donné à ce bouquin, ça veut dire que tu as déniché que les gens ont peur d'entreprendre. Oui, c'est clair. Cependant, la peur, c'est un mot qui peut englober plein d'autres choses. Donc, de ta lecture, les gens ont peur de quoi exactement? OK. Avant d'écrire le livre, mon premier livre, c'est en 2020, où j'ai écrit sur l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Okay. En fait, pourquoi j'ai écrit d'abord ce livre, avant de revenir sur Vaincre la peur d'entreprendre,
c'est que j'ai constaté que quand je me suis lancé en 2018, bon, 2017-2018, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur l'écosystème, sur l'environnement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Tu vas nous en parler. On a besoin de savoir les erreurs. Oui, exactement. Et je me suis dit que c'est parce que en fait, je ne connais pas vraiment notre environnement. Il fallait que j'écris un livre. Mais le livre, c'est en même temps une étude pour moi. Parce que je vais mener bien l'étude de notre environnement entrepreneurial et je vais orienter mes stratégies. Et c'est là que je fais sortir le livre et j'ai découvert pas mal de choses dans l'environnement, dans l'écosystème entrepreneurial. Et ceux qui vont lire vont comprendre en fait tout ce que je dis. Je parlais donc de la trajectoire économique de la Côte d'Ivoire, analyser tous les gouvernements de Côte d'Ivoire et voir en fait un peu vraiment notre politique d'encouragement des PME et quelles sont les institutions qui sont là, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et quel est en général le paysage même des PME en Côte d'Ivoire. Donc, ça m'a permis en fait de me rétracter pour dire que, vous savez, vrai là, quand j'ai fini le livre, en 2021, j'ai fait un sursaut de mon chiffre d'affaires, je peux vous le dire. Okay. Parce que j'ai dû me concentrer maintenant sur l'essentiel. Tu vois? Et ce n'est pas pour faire truc, mais en 2020, c'était avec la crise, mais quand on reprend en 2021, je fais un chiffre d'affaires je fais déjà une croissance de plus de 200% en fait. Waouh! Tu comprends un peu? Parce que je me suis dit, mais attends, je perdais beaucoup de temps ici pendant que l'écosystème est comme ça, donc il faut que je me concentre ici. Là où on a besoin de toi. Voilà, exactement. Donc, et quand je fais ça, après je me dis, OK, avec tout ce que je vois dans cet environnement-là, beaucoup auront peur d'entreprendre. Tu vois, beaucoup auront peur d'entreprendre. Et il faut quand même que j'écrive, il faut vaincre la peur d'entreprendre. Okay. Parce que, en fait, avec du recul, j'ai compris que, en fait, la peur, c'est en fait... c'est en fait, plus on ignore, plus on a peur. Je suis d'accord avec toi. Plus on connaît, moins on a peur. Exactement. Donc, en gros, vaincre la peur, j'incite les gens à aller mieux. Premièrement, la connaissance de ce qu'ils font. À connaître, c'est-à-dire que c'est de faire en fait une connaissance, je veux dire, circulaire de ce qu'ils font, c'est-à-dire connaître leur environnement, connaître mieux leur activité, connaître leur cible, connaître. C'est-à-dire, en fait, c'est connaître. Connaître le système économique dans lequel ils sont. Et ils sont. Parce que, imaginons par exemple, je dis, Prince, donne-moi ton nom, quel que soit le public où on va te mettre, Prince, donne-moi ton nom, tu n'auras pas peur de le dire. Atobla. Mais imaginons par exemple, je dis, Prince, tout à l'heure à midi, tu dois animer une conférence à l'Ivoire, devant un parterre de personnalités, sur les IA génératives. Mais comme tu aimes les maths, Prince, c'est quoi la racine carrée de 125? Tu vois, tout de suite, tu vas commencer à avoir peur. La peur va commencer à s'installer. Parce que tu ne connais pas les IA génératives. Voilà. Parce que tu as dit, mais attends, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Qu'est-ce que je vais dire devant les gens? Parce que tout le monde a peur d'être ridicule. C'est un sentiment normal pour tout être humain. Oui. Et j'ai compris que plus de 95% des maux de la société sont issus de l'ignorance. Et l'ignorance qui tue, ça me tient beaucoup. C'est dans la peur. Et plus, c'est-à-dire aujourd'hui, Tidiane Tcham m'a dit par exemple, je fais beaucoup d'Ivoiriens, des milliardaires en dollars. Vous voyez, ça crée beaucoup sur la toile. Les gens ont peur, ils ne comprennent pas qu'ils ont même la capacité de le devenir. Ils disent, mais comment on peut faire? Quand on regarde tout ça, on regarde autour de nous. Non. Il suffit de comprendre en fait ce secret et de savoir que c'est possible. Lui, il parle avec assurance parce qu'il sait qu'il peut le faire. Et peut-être qu'il a rendu certaines personnes même milliardaires ici. Et ceux qui le sauront sont ceux qui croiront. Exactement. Donc, derrière, beaucoup ont peur d'abord du ridicule. Est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Ils ont peur de savoir si je mets mon argent dedans, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je deviens? Ils ont peur d'être fauchés. Ils ont peur même de pouvoir s'afficher, c'est-à-dire qu'ils s'affirmer, parce qu'ils se disent toujours avec le regard des autres. Vous voyez, tout ceci, ça crée vraiment la peur.
Et on se dit, une fois qu'on maîtrise vraiment toutes ces choses-là, aujourd'hui, par exemple, toi et moi, on est en train de parler d'un sujet, on n'a pas peur d'en discuter parce que c'est notre vécu, c'est notre expérience qu'on partage. Exactement. Ouais. Donc, derrière, pour l'entrepreneuriat, ça exige encore une connaissance minutieuse. Et il faut être assez méticuleux pour pouvoir permettre de vraiment développer un produit, prendre un produit de l'idée jusqu'à sa maturation, convaincre des personnes, embaucher des emplois et créer en fait un système qui fonctionne. Donc, ça exige vraiment une connaissance minutieuse. Et pour rentrer dans ça, il faut d'abord comprendre en fait cet environnement, connaître, et tu es libre, tu es free et tu fais des choses sans aucun souci. Non, je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, si tu veux, j'ai une expérience. Comme tu le sais, j'ai un background IT. Ouais. J'ai un diplôme d'ingénieur en télécommunications et réseaux informatiques. Et puis, quand j'ai commencé à exercer au début, c'était un boulot on va dire, de pré-sales, avant-vente. Ingénieur technico-commercial. Ouais. Donc, j'étais là-dedans. Après, il m'arrivait même d'aller faire des installations, des configurations chez des clients, de systèmes informatiques. Oui, si. Et puis, à un moment, j'ai voulu goûter un peu à la partie commerciale. Ouais. C'est vrai que la partie commerciale, c'est partie intégrante de technico-commercial. Exactement. Mais le commercial, c'est lui qui prend les rendez-vous, qui rencontre des clients et tout. J'avais, j'ai envie de dire, un brin de timidité. Ouais. Il fallait que j'arrive à surmonter cela. Ouais. Mais la première des choses que j'ai eu à faire, quand on m'a dit, monsieur, on est prêt à vous donner le poste de commercial parce que vous l'avez demandé, je vais aller acheter 2 bouquins. Pour dire que l'éducation. C'est ça. C'est vrai, j'avais quelques aptitudes. Mais quand je connais mon sujet, je peux en parler facilement devant les gens et tout. Mais il y a forcément peut-être des codes que je n'avais pas. Exact. Parce que moi, j'ai la conviction que c'est la science qui affine le talent. Exactement. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas appris les codes, même si tu es talentueux, tu peux louper quelque part. C'est clair. Mais si il a peut-être un talent, mais s'il ne sait pas que quand tu as ton joueur qui est au-delà de l'autre joueur dans la surface adverse et que tu lui fais la passe, il y aura un hors-jeu. Si tu ne connais pas le code, si tu ne sais pas que tu as beau être bon, mais il faut quand même faire la passe aux autres joueurs de sorte à ce que toi, tu sois un peu plus libre pour avoir le ballon pour marquer. Si tu ne connais pas ce code, même si tu es talentueux, c'est peine perdue. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté 2 bouquins. Le premier livre, c'était « Convaincre en moins de 2 minutes » de Nicolas Boufman. Et le second, c'était « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Super. J'ai pris le soin, le premier mois, de lire d'abord ces 2 bouquins. Et je dis, c'est dans un des bouquins que je me suis aperçu que même porter une chaussure rouge, ça avait du sens d'un point de vue commercial. Mais je n'aurais pas vu dans un livre, j'aurais jamais compris pourquoi est-ce que mon directeur général d'alors portait souvent les vendredis des chaussures rouges. Mais c'est en lisant que tu as porté la cravate rouge. Tu vois? Moi, j'ai mis la petite pochette de couleur rouge. Tu vois? C'est ça. Donc, c'est important d'aller, comme tu l'as dit, chercher la connaissance, maîtriser tout l'environnement. Et pour te dire, même quand je devais me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, je ne démarre pas sans avoir épluché certains livres. Exactement. Les 2 livres, en plus du Père riche, Père pauvre de Robert, de mon oncle, Robert Kiyosaki, que j'ai lu, c'était Le cadran du cash flow. Et puis, Investir. Le livre Investir fait plus de 500 pages. J'ai tout dévoré. Je me rappelle quand je suis arrivé pratiquement à 400 pages, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, mais viens, on va lancer un business. » Je lui ai dit « Tu sais, il faut que je finisse ce livre. Parce que je ne souhaiterais pas lancer un business et puis m'apercevoir, quand j'arrive pratiquement aux dernières pages, que ce monsieur me dise que ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc, éducation d'abord. Tu maîtrises tout ce qui est en lien d'un point de vue théorique. Et puis après, tu peux maintenant chercher à aller faire ton expérience, la pratique. Exactement. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est... Généralement, on a... Je ne dirais pas, mais on a beaucoup de personnes qui... Ils voient l'opportunité, ils courent sur l'opportunité. Et ce n'est pas le cas parce que quand on est entrepreneur, on n'est plus ce petit technicien-là. On devient manager, on devient leader. Donc, il faut vraiment lire, il faut vraiment être éduqué pour, en plus de la technicité, comprendre la finance. Tu me vois, il prend des livres avec toi. Ouais. Et tu vois combien de formations, combien de certifications il fait en finance.
Tu ne peux pas t'imaginer. Et il faut comprendre la finance, il faut comprendre la gestion, le RH, il faut comprendre même le droit. Tu sais, à l'INP, on faisait beaucoup les droits des affaires, les droits, plusieurs types de droits. Donc, pour moi, c'est des choses sur lesquelles je reviens. Pour quand même le minimum, même si je ne suis pas le technicien dans la matière, mais il faut quand même savoir lire les choses. Faut savoir Exactement. entre les lignes. Et pour aborder dans ton sens, c'est-à-dire, on ne demande pas d'être l'expert dans le domaine, mais il faut considérer cela pour pouvoir savoir l'importance. Exactement. Moi, je connais des entreprises qui ont peut-être négligé l'aspect même comptabilité, mais ça leur est retombé là-dessus. C'est clair. Des entreprises qui n'ont pas considéré l'aspect fiscal, ça leur est tombé là-dessus. Parce qu'ils se disent, mais attends, ça même l'aspect marketing, l'aspect sales, l'aspect commercial, il faut pouvoir se documenter dessus en tant que chef d'entreprise pour se dire, ah tiens, voici, c'est à ce moment-là que je veux faire jouer sur ce levier. Exactement. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, on espère que véritablement, tous ceux qui nous écoutent puissent voir ces éléments, parce qu'aujourd'hui, il y a l'autre chose que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on a une vague de PME. Nous, on était au niveau de l'Association des jeunes entrepreneurs dans les années 2018-2019. Cette association, je ne pense même pas que ça existe encore. On a beaucoup qui sont éteints, parce que c'est vrai, aujourd'hui, on est en train d'encourager des personnes à entreprendre, mais il faut dire qu'il y a le volet vraiment sacrifice. Parce que je reviens dessus, les entreprises, quand elles se créent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 3 ans plus tard, on a plus de 80% qui meurent. Donc, on doit savoir qu'avant les 5 années, c'est chaud. En fait, on appelle ça la période de l'homme de la mort. La vallée de l'homme de la mort. Avant donc les 5 ans. Voilà, avant les 5 ans, ce n'est pas facile. Je répète encore, ça dépend des différents domaines. Il y a des startups qui ont démarré en 3 ans, paf, elles sont parties. Mais en moyenne, avant les 5 ans, ton produit a besoin d'être mature. Et pour que ça soit mature, que les gens aient confiance, il faut faire vraiment des preuves. Sinon, avant ça, tu vas tomber. J'ai souvent l'habitude de faire déjà, il y a certaines courbes que je fais souvent avec mes collaborateurs, voilà, pour leur donner en fait les différents courbes, les cycles de vie de l'entreprise. Et à tel moment, il faut développer des produits de substitution, à quel moment il faut développer des produits secondaires, à quel moment il faut... Voilà, tout ça, ça rentre en compte du management stratégique, naturellement, que tu sais. Voilà, parce qu'une entreprise peut être créée autour d'un produit, et le produit, quand le gestionnaire ou quand vous faites la veille technologique, vous savez que cette entreprise, peut-être ce produit, d'ici 5-10 ans, elle peut ne plus exister. Donc, dès l'instant, comment tu commences à développer des produits de substitution et comment tu fais l'entrée du produit de substitution ou encore des produits secondaires pour soutenir l'activité principale. Ça ne veut pas dire qu'il faut se diversifier, mais il faut pouvoir développer des produits secondaires pour soutenir le produit principal et développer des produits de substitution pour pouvoir aller. Et c'est ça, généralement, pour des startups, vous allez voir qu'il y a des départements de recherche et développement qui arrivent à développer des produits de substitution ou encore des produits secondaires qui vont venir en cas de, en cas de perte de vie du produit principal, l'autre produit puisse prendre la relève. Et quand c'est comme ça, l'entreprise peut toujours exister. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont restées de façon traditionnelle. Aujourd'hui, on sait, Kodak, tous ceux qui sont là, voilà. Ces produits-là n'ont pas voulu se mettre à jour, ont été dépassés. Souvent, on parle d'innovation de rupture. Exactement. Ouais. Exactement. Du coup, à partir de ce moment-là, il faudrait que nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on est dans l'innovation, on est dans des technologies qui évoluent très vite, comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer nos différents produits, l'amélioration continue et des produits de substitution. Et ça, c'est ce qui nous permet vraiment de tenir dans le temps, en fait. Voilà, donc ça, c'est un peu ce que je voulais dire. Si tu devais donner un conseil à un jeune entrepreneur, quelqu'un qui veut démarrer, qui veut se lancer, ce serait quoi? Tu as ce jeune entrepreneur qui vient, ce futur jeune entrepreneur qui vient vers toi, qui te dit, voilà, j'ai une idée, je veux me lancer. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil pour qu'il puisse finalement lancer? J'ai une idée, je vais me lancer. D'abord, je vais lui demander quel est son why. Parce que l'entreprise est à... on va traduire. Quel est son why, ça veut dire quoi? Quel est son pourquoi? Quel est son pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça signifie? Quel est son pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, si, je vais venir. L'entreprise est là. Il y a au centre, il y a le why.
Après, il y a le how, puis il y a le what. Voilà. Donc en fait, pourquoi, le pourquoi, comment, et puis le quoi. Et puis quoi. Okay. Voilà. Dès l'instant où, même s'il n'a pas ça, je vais l'amener à faire sortir ça. Généralement, c'est ce que je fais. Parce que s'il n'y a pas de why, il n'y a pas le pourquoi il faut exister, en gros, il n'y a pas de substance. Tu ne réponds à rien. À rien, en fait. Ça veut dire que ce projet que tu es en train de tenir là, dès que ça disparaît, c'est fini. Toi-même, tu disparais avec ce projet-là. Oui. Or, c'est ton why. Généralement, les gens confondent avec la mission. Ce n'est ni la mission, ce n'est ni la vision, ce n'est ni, comment on appelle ça, les objectifs. Le why, c'est quelque chose, en fait, que tu veux maintenir, même quand toi, tu n'es plus là. Okay. Vous prenez, par exemple, le why de Apple, c'est par exemple Think Different. Ça se répercute sur tous les produits. OK. Vous voyez? Et on va traduire, hein, parce que comme il y a des gens qui écoutent, oui, c'est penser différemment. Penser différemment. OK, penser différemment. Vous allez prendre en fait tous les produits et tout, même ici, par exemple, quand vous prenez le why de Nsikan, par exemple, UTB, pour prendre terre à terre, c'est d'abord la famille d'abord. OK. C'est vrai qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils font, mais d'abord la famille au centre. OK. Vous voyez? Donc, c'est ça qui va leur permettre de se maintenir sur du long terme. Je l'ai dit, CITEC, c'est l'innovation adaptée. Ça veut dire que pour nous, on n'est pas lié au domaine culturel, forcément. Mais nous sommes en train de résoudre des problèmes dans le domaine culturel. Ça veut dire que si demain je vais dans le BTP, comment j'apporte une innovation adaptée? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on m'identifie par là. Comme un innovateur. Un innovateur. Et après, j'arrive maintenant, il y a lui demander comment tu comptes faire ça. Donc, il a une vision qui suit. Il y a des missions qui suivent. Il y a des objectifs qui suivent. Et le quoi, quel est le produit que tu veux vraiment mettre en avant? Quels sont maintenant les besoins? Quelles sont la demande? Ou bien quelles sont l'estimation de demande, si c'est un nouveau produit et tout ça? Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on commence véritablement à se rapprocher en fait de l'esprit entrepreneurial. Parce que, on a parlé ici, l'entrepreneuriat, c'est aussi l'innovation. C'est-à-dire que quelque chose que j'apporte de nouveau, le plus que j'apporte. Donc, une fois qu'on a commencé à... C'est-à-dire qu'on a déjà une base solide. Et ce jeune-là, je lui dirais, OK, maintenant, si une fois qu'on a le quoi, vas-y maintenant, fais ton design thinking, on va le faire. Donc, il y a d'abord un premier exercice. On n'est pas pressé de se mettre d'abord sur le marché. On a des produits qu'on est en train de travailler depuis 2023 qu'on est dessus. Parce que chaque fois, on essaie donc de peaufiner. Et une autre chose encore, on ne lance pas un produit parfait. Tout produit se met sur le marché et ça se perfectionne au fur et à mesure. Au fur et à mesure avec les retours de ta cible. Exactement. Donc, une fois que vous êtes à un certain niveau, vous lancez le produit et ça va commencer à faire son expérience. C'est ça. Au fur et à mesure, vous vous engagez maintenant sur l'amélioration continue et d'autres développements donc, de ce produit. Avant Windows 10, il y a eu Windows XP. Exactement. Il y a eu Windows 98 et tout. Exactement. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a pas mal d'exemples. Donc, le jeune qui vient, donc, je lui dirais, en fonction donc, de son domaine, s'il est dans le BTP, il est dans les domaines ordinaires, je lui dirais naturellement de pouvoir déjà, s'il veut vraiment développer une entreprise ou bien il veut faire une affaire. Parce qu'il y a des gens qui sont là que pour le business. Ils ne sont pas là pour développer une entreprise durable. Okay. Je suis là, je fais une affaire qui me rapporte de l'argent, c'est tout. Parce que demain, si je ne suis pas là, ça meurt. Voilà, je suis là, il fait mon business, je fais des locations de voitures ou bien de maisons. Je suis là, tant que je suis là, on s'en fout. Dans ce cas-là, bon, généralement, je leur dis, OK, faites bien ce que vous avez à faire. Peut-être qu'il peut naître le brin d'entrepreneuriat pour pouvoir véritablement développer déjà une entreprise durable. Mais pour ceux qui commencent avec une entreprise durable, je leur dirais déjà d'aller avec toutes ces bases-là, définir le why, le how, puis le what. Ensuite, faire déjà un bon design thinking. Après, les encourager même à faire déjà le business model, le business plan, pour que véritablement, ils puissent maîtriser directement leur projet. Généralement, il y a certains qui disent que non, le business plan n'est pas bon, ou que non, ce n'est pas important, ou non. Moi, je lui dis, je ne fais pas le business plan pour chercher de l'argent. Je fais le business plan pour avoir une bonne cartographie de mon projet. Exactement. Parce que le business plan va me permettre de pouvoir comprendre en fait certaines structurations. Parce qu'une chose, c'est d'avoir le produit, et une chose, c'est qu'est-ce que je dis sur le produit. C'est ça. Voilà. Parce que ce que je dis sur le produit, c'est ça qui va convaincre les gens. Exactement. Et généralement, quand tu étudies donc ton business plan, dans la partie, par exemple, aujourd'hui, on parle de 4P, de mix marketing, mais aujourd'hui, il y a des 4C. Donc, le produit que les gens mettaient donc le focus dessus
pour pouvoir donc dire, OK, ça c'est le produit, les différentes caractéristiques du produit. Aujourd'hui, ça devient quoi? Le client. Donc, il faut étudier les caractéristiques du client, son pouvoir d'achat et tout. Après, le prix. Le prix que toi, tu étudies, tu dois étudier les différentes stratégies de prix qui va, par exemple, parler donc les prix de pénétration, les prix d'écrémage, en fonction de là où tu es. Mais là, aujourd'hui, le prix, c'est un coût pour le client. Donc, il faut comprendre aussi quels sont donc, premièrement, aussi son pouvoir d'achat. Il faut comment est-ce qu'il peut acheter. Et l'autre qui est donc la place, qui est donc la distribution. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les réseaux? On cherche maintenant la commodité. Donc, quelles sont les commodités que je mets autour de mon produit pour permettre à mon client de pouvoir donc avoir accès à mon produit sans qu'il se fatigue. Exactement. Et l'autre côté, donc la promotion, qui est donc le 4e P, qui est devenu aujourd'hui la communication, qui est donc les différentes stratégies de com que je mets en place pour pouvoir faire connaître mon produit. Parce qu'un produit n'est pas acheté parce qu'il est bon, il est acheté parce qu'il est connu. Exactement. Si je te mets, par exemple, tu me donnes de l'eau, je mets, par exemple, une eau que tu m'envoies, par exemple, on appelle Prince Talk, et puis tu me mets Céleste ici. Moi, je prends Céleste, pas parce que Céleste est plus bon que le Prince Talk. Mais je vais prendre Céleste parce que c'est plus connu. Ce qui est connu. Donc, quelles sont donc des stratégies que je mets en place pour que... Donc, comme moi, je suis en train d'étudier déjà mon projet et que je suis en train d'aller déjà dans ces détails-là, qu'est-ce qu'il fait? Moi, ça m'amène directement à maîtriser mon produit. Donc, devant toi, je peux défendre mon produit. Je suis devant des prix, je suis en train de pitcher quelque part. J'ai des mots pour pitcher mon produit. Exactement. Vous voyez? Et je peux facilement lever des fonds. Donc, voilà ça. Donc, je lui dirais simplement d'identifier son why, son how, de faire donc son design thinking, et puis après, des business models, business plan. Ça lui donne en fait. Et là, quand il va commencer à mettre de l'argent dedans, il va commencer à aller, il a son prototype au fur et à mesure. Ça lui permet d'avoir des marches et puis faire évoluer son business plan. Voilà, donc ça, c'est un peu des conseils. Maintenant, comment mobiliser des ressources? Il commence avec ses petites ressources. Après, il a des trucs, il voit avec ses proches. La plupart du temps, moi, j'ai mobilisé beaucoup d'argent avec mes proches. Voilà. Dans le domaine de la levée de fonds, on appelle ça love money. Love money. C'est-à-dire c'est de l'argent qui vient de personnes qui t'aiment. Exactement, voilà. Exactement. Et ils ne te demandent pas quelque chose en retour. En retour. Oui, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des gens qui te donnent, mais ils veulent quand même souvent des parts. Parce que aussi, il faudrait qu'on aille déjà sur ça parce qu'on a été éduqué sur... On a été éduqué sur le fait que non, j'ai mon projet, je veux garder vraiment 100%, je veux garder les 80%. Pour moi, ça ne me dit absolument rien. Le fait de garder 80%, 100%, non, ça ne me dit pas quelque chose parce que je me dis, si j'ai développé un produit, le produit, dès l'instant où ça répond à un besoin, ce n'est plus pour moi seul mon produit. Exactement. Ça peut appartenir à plusieurs personnes. Et dès l'instant où je sais que si j'ai eu la capacité de penser un produit qui répond à un besoin, c'est qu'il peut avoir la capacité de penser autre produit. Exactement. Donc, pour ce produit-là... Tu n'es pas attaché à un produit. Non, je ne suis pas attaché à un produit. C'est ça. Parce que je fais bien les produits pour que ça réponde bien aux besoins des gens. Mais ma vision entrepreneuriale n'est pas forcément attachée à un produit. Donc, je me dis, pour ce produit, je peux dire, OK, toi, Prince, est-ce que tu peux venir être actionnaire? Tu me donnes tel montant, ça me permet donc de faire ça. Voilà. Tu mets ton argent, ça devient notre produit. Et puis, on évolue. Je sais qu'il peut développer un autre produit. Si tu me permets, ça me rappelle quelque chose. Toujours mon oncle, Robert Kiyosaki, qui dit entreprendre ou investir, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un procédé, c'est un plan. C'est un plan. Pour dire que c'est détaché du produit ou du procédé. Exactement. Tout dépend de là où tu veux aller. Exact. Et une fois que tu as défini là où tu veux aller, tu choisis le véhicule qu'il faut, soit le véhicule d'entrepreneuriat ou le véhicule d'investissement qu'il faut pour arriver à cet endroit-là. Voilà. Mark Zuckerberg, aujourd'hui, il a 20% de Facebook, de Meta, il conçoit. Mais j'ai même Microsoft. Bill Gates, il a, je pense, un peu moins d'1%. Oui, mais est-ce qu'il ne fait pas de lui un milliardaire? Donc, aujourd'hui, même Steve Jobs, il était éjecté. Une première fois, ouais. Voilà, une première fois avant de revenir. Voilà. Donc, pour dire que le problème n'est pas de s'accaparer. Pour moi, si j'ai 10% de 100 milliards, ça vaut mieux d'avoir 100% de 10 millions. Non, je suis d'accord avec ça. Donc, derrière, c'est de pouvoir être ouvert pour dire que, OK, moi, j'ai développé mon produit à ce niveau. Est-ce que tu peux me donner 50 millions, tu veux tel montant? Tu viens prendre telle part, mais ça peut me permettre de pouvoir donc arriver au bout. Que de rester là crevé. Je vous dis, le premier PCT en Côte d'Ivoire, donc le sommet du brevet au monde, il est là. Tellement qu'il est à Québec sur ses parts.
depuis... C'est quoi PCT? En fait, ça, c'est le sommet des brevets au monde. OK. C'est-à-dire que comme j'ai brevet d'invention, OAPI, voilà. Donc, ça, c'est quand tu as un brevet délivré par l'OMP, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, c'est ce genre de brevet qu'on appelle le PCT. OK. Donc, ce PCT-là, en Côte d'Ivoire, on en a un seul. Mhm. Mais le produit n'est jamais lancé, en fait. OK. Juste parce que les conditions d'intégration ne sont pas Réunis. Voilà, ne sont pas réunies. Mhm. Et quand tu poses de grandes conditions, donc finalement, le produit ne veut pas être lancé, tu ne peux pas jouir de ça. Et puis, bon, voilà, finalement, tout le monde perd. Mhm. Puisque ton produit doit répondre à un besoin. Mais toi aussi, comme tu ne veux pas laisser la chose, aussi tu n'as pas l'argent pour lancer, tu es là. Je ne veux pas ouvrir. Tu ne veux pas ouvrir. Et pour dire, un livre que je conseille, Mhm. qui a pour titre La levée de fonds, j'oublie le nom de l'auteur, mais on pourra le mettre au niveau de la vidéo. Si. Ils disent ce que tu as exactement dit. Ouais. À quoi cela sert d'avoir 100% de zéro? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Exactement. C'est-à-dire que tu as 100% de part, Oui. mais de Zéro. zéro comme revenu. Chaque jour. Et donc, vaut mieux avoir peut-être 5% Mhm. de 1 milliard 1 milliard. plutôt que d'avoir 100% de zéro. Non, Et je pense que dans ton cas, comme on l'a dit, Exactement. c'est pas encore Donc, lancé. c'est généralement cette culture-là qu'on doit vraiment donner. Les gens sont trop focus sur des parts. Ils vont m'arracher mon projet, ils vont m'arracher mon... Pour moi, je me dis que si tu as vu un projet que moi j'ai développé, c'est pourquoi généralement tous les produits qu'on met sur le marché, je suis à fond dans tout le processus. Tout le processus. Je suis à fond. Tu ne rates rien, aucun bout. Voilà. Tu es le lanceur de projet. Exactement. Parce que si je fais entrer des acteurs qui ne sont pas eux techniciens, qui veulent m'éjecter, qu'ils m'éjectent. Mais la survie de ce projet-là, naturellement aussi, va prendre un coup. Et c'est la même chose Steve Jobs a fait avec Apple. Quand il est sorti, la société a commencé à avoir des difficultés. Il était obligé de revenir. Il a imposé les règles. Je crois que le gérant qu'ils avaient pris, c'était quelqu'un qui gérait auparavant les boissons. Ouais, c'est clair. Une boîte de boissons. Ouais, exactement. Donc, quand lui, il est revenu, il a défini les iPads, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, on ne peut pas éjecter facilement. Les gens vont être assez ouverts. S'ils veulent vraiment avoir de l'argent pour développer, le produit, quand il prend, vous devenez tous riches. Ce n'est plus pour toi seul. Non, c'est clair. Parce que l'idée que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que d'autres personnes n'ont pas cette idée? Plus tu es là, d'autres vont commencer à développer. Au moins, tu as rendu compte, oui, c'est mon idée, mais voilà, puisque toi, tu es en train d'être dessus, d'autres ont décidé de céder des parts, ils sont partis. Et plus il y a et généralement, souvent, plus il y a de personnes qui se partagent des parts, plus tu bénéficies de l'aide de ces personnes-là pour t'introduire dans certains endroits un peu plus facilement. Et même, il y a même le choix de la forme juridique, par exemple. Si vous avez une SAS, par exemple, qui a une forme quand même un peu flexible, mais à cause de, comme c'est une société notariée, mais vous avez un conseil d'administration. Donc, dans le conseil d'administration même, vous pouvez mettre des personnes qui ont des expertises, qui ne sont pas forcément même actionnaires. Mais vous les mettez, ils ont juste les primes de présence et tout, mais leur expertise fait que vous arrivez naturellement à céder et inciter. Même dans certains dossiers, quand tu es seul, on commence à se douter parce que, bon, toi, tu es seul, tu n'as pas de parents milliardaires et tout. Bon, tu ne pèses pas. Pourtant, quand tu prends, par exemple, des personnes qui sont bien nantis, qui sont dans ton truc, ils constituent déjà l'assurance. Parce que, en gros, ce que les banques recherchent deux choses pour un projet. D'ailleurs, on a la crédibilité et puis on a la solvabilité. La crédibilité, c'est quelque chose qui est indépendant de ta capacité à rembourser, en fait. Parce qu'il est crédible, parce que derrière, si on lui donne de l'argent, il y a des garanties nécessaires pour pouvoir résoudre. La solvabilité, maintenant, c'est la capacité du produit à faire face au service de la dette. Ça veut dire le produit il est rentable, le produit il a des cycles de vie, voilà. On peut regarder tous ces trucs-là. On peut regarder que, voilà, avec sa capacité d'autofinancement, le gars, il peut facilement rembourser. Mais la crédibilité, les banques aujourd'hui, sur nos sûrs, quelles sont tes garanties? Quelles sont les personnes qui sont avec toi? Voilà. Souvent... Qui est ton aval? Quel est ton aval? Donc, souvent, par exemple, toi, tu démarres, tu veux 50 millions. Mais 50 millions, tes parents ne sont pas riches pour te laisser des héritages, des maisons. Tu n'as personne qui va venir garantir les 50 millions. Or, la banque va demander minimum 90% pour pouvoir déjà garantir déjà, sinon 100%.
pour garantir les 50 millions. Donc, il faut avoir soit des terrains, des véhicules et tout. Quelqu'un me disait, on était sur un projet de 25 millions, il dit, mais il faut trouver une voiture de 25 millions. Il dit, mais moi, je trouve une voiture de 25 millions où? Tu vois? Voilà. Donc là, c'était un truc. Mais en gros, c'est ça. Parce qu'une fois qu'on veut vraiment lever des fonds, il faut qu'on soit flexible. Avec les banques aussi, une bonne structuration. Les personnes sont dans notre capital. Ça donne vraiment beaucoup plus d'assurance aux personnes qui veulent vraiment nous aider et à pouvoir véritablement trouver les moyens et lancer la chose, en fait. Voilà. Merci Charles. Nous sommes plus très loin de la fin. Ouais. Dis-moi, sur CITech Group et dans l'industrie culturelle. Oui, c'est. C'est vrai, comme on l'a dit là, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu passes des mines à la partie informatique. C'est. Mais pourquoi cette industrie? Pourquoi est-ce que tu choisis cette industrie? Ah oui. En fait, et tu profiteras en même temps pour me partager ce que tu fais dans cette industrie. Exactement. En fait, à la base, comme je l'ai dit, à la base, c'était pour créer déjà UTLP, donc univers des logiciels, univers des logiciels comment j'ai appelé ça, UTLP, univers de la technologie des logiciels professionnels. En fait, à la base, c'était vraiment manipuler tout ce qui est logiciel et tout. Et pendant que j'étais salarié, il y a un artiste, Mathieu Bédé, que je salue au passage. Il m'a approché et dit, mais Charles, tu es un jeune cadre, je souhaiterais que tu sois mon manager. C'est là que tout est parti. OK. Et je suis son manager avec son producteur. On produit 5000 CD. OK. Et les 5000 CD, on avait eu vraiment, vraiment des difficultés à écouler. Il y avait le piratage, il y avait pas mal de trucs. Et quand on partait même pour des prestations, il fallait, pour prendre 100 CD, c'était quand même très lourd, en fait. Et là, j'ai commencé à réfléchir, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre chose pour Donc, ça naît d'une frustration. Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose pour ça? Et c'est de là qu'on va commencer à faire. J'ai commencé à faire des dessins et tout ce qui va aller avec. Et on a commencé à faire avec l'impulsion de mon mentor, Big Manager, qui paie à son âme. Et j'ai commencé à travailler déjà sur le truc jusqu'à ce que je dis, OK, je suis allé présenter le projet à mon mentor. Il dit, non, mais ça, c'est... Concentre-toi sur tes choses-là. Ça, c'est pas trop le truc. Il n'était pas trop intéressé. Je suis allé présenter à 2 ou 3 personnes, il n'était pas trop intéressé. Je dis, bon, OK. Mais je sais que ça, là, ça va prendre. Je dis que ça, là, ça va prendre. Tu le sentais dans tes tripes. Je sais que ça va prendre. Et un jour, j'étais là, il m'appelle, il dit, ah, Charles, apparemment, ton truc, là, ça peut être bon. Hein. Ça, c'est le mentor qui dit oui, si. Et il me dit, OK, viens, on va voir. OK, il dit, OK, on va déjà faire les tests. Donc, on va acheter le moule, on va faire dessus, voilà, tout ce qui va aller avec. Et on fait d'abord les premiers tests et on a produit d'abord pour Mathieu lui-même, on a produit pour certains artistes. On voit que la demande était là parce qu'en ce moment-là, les lecteurs CD commençaient à disparaître. Donc, les USB qui sont là et tout ça, donc les gens veulent avoir quelque chose qu'ils peuvent lire directement. Donc, on fait déjà le truc. Donc, on commence et ça commence à prendre. Et c'est de là dire, OK, ça, on va commencer déjà, en plus du fait qu'on va leur donner des supports trucs, on va commencer déjà la protection, protéger contre la copie, contre le piratage, tout ce qui va avec. Donc, ils ont un support complet, accessible. Donc, tu es en train de me dire que les clés que tu proposes, on ne peut pas copier le contenu. Oh, non. OK. Même si tu veux même faire capture, même ça, c'est pas possible. Donc, on va dire, OK, donc on va protéger contre la copie, contre la suppression, et puis contre les virus, parce qu'ils sont souvent dans les DJ et tout. Donc, ça veut dire qu'on aura déjà un produit complet. Okay. Mais pour ça, il faut qu'on aille voir le Burida. Est-ce qu'ils vont donner leur caution? On va présenter au Burida avec pas mal de trucs, mais paf, ils arrivent à accepter. Et ils mettent ça directement. Ils nous donnent déjà le titre de propriété. Et on met ça directement dans le marché. Et le Burida devient notre partenaire numéro 1. Okay. Et qui va commencer déjà à nous positionner également. Donc, c'est de là qu'on part. Et on arrive aujourd'hui, c'est plus de 700 000 cartes sur le marché qu'on a mis en circulation. Voilà, donc ça, c'est un peu ce que je peux dire pour ce qu'on fait aujourd'hui. Mais tu sais, désolé, je vais t'interrompre. Parce que dès que tu as dit 700 000, ça fait tilt. Il y a quelqu'un que j'appelle mon père, qui s'appelle MJ Demarco. Il dit, il n'y a pas une personne qui vend 1 million en termes de quantité d'un produit qui n'est pas milliardaire. Donc là, tu es à 700 000, ça veut dire que tu es prêt d'être milliardaire en dollars.
Je comprends pourquoi tu as bien compris le message de milliardaires de dollars dont tu as parlé tout à l'heure. Pour vous donner des indices, je ne donnerai pas les chiffres que nous, on a touchés. Voilà, je donnerai juste les chiffres que cela a pu générer dans l'industrie. Parce que nous, il y a le coût de production chez nous. Voilà, il y a le coût de production chez nous. Et puis, il y a la vente que les artistes font sur le marché. Vous voyez, pour 700 000, pour un prix de vente minimum de 3 000 francs, on est à plus de 3 milliards. Vous voyez. Or, par exemple, on produit, il y a des gens qui vendent, par exemple, à 10 000, à 12 000 et consorts. Donc, on en a plein. Donc, pour dire que, même si ça ne vient pas directement chez moi, mais ça, c'est la valeur qu'on crée, en fait, dans notre industrie. Et autre chose, c'est que je suis en train d'atteindre le milliard. Moi, je me suis donné déjà l'objectif de 2025, fin 2025, début 2026, d'atteindre le million de clés. Parce que ça fait partie de mes challenges. Là, aujourd'hui, on est sur 20 pays. Voilà, qu'on livre un peu partout. Donc, l'autre chose, c'est que la problématique, pour répondre en fait pour tout ce qu'on a donné comme design thinking et tout, d'abord, moi, en termes d'empathie, j'ai été directement avec eux, j'ai compris le problème de l'artiste. Donc, je savais déjà quel était le vrai besoin. Et en proposant déjà le produit qui vient maintenant lutter contre le piratage, avant, c'est-à-dire que chaque année, dans les années 2010, 2015, à 2015, la Côte d'Ivoire produisait plus de 10 millions de CD chaque année. Et sur les 10 millions de CD, on avait 2,5 seulement qui étaient originaux. Et tout le reste était piraté. 2,5%. Ah oui? Wow. Oui, mais quand vous partez les quantités de CD piratés que vous voyez à Djamé un peu partout, c'est énorme. Et voilà. Donc, et c'était avec ce pourcentage-là, il fallait simplement qu'on arrive à trouver également des solutions à ça. Et aujourd'hui, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, par exemple, pour aller vraiment sur des produits, même truc, là, nous développons maintenant des applis qui permettent d'optimiser tout ce qui est de la monétisation, de l'exploitation des œuvres sur les différents réseaux sociaux. Et en même temps aussi sur notre application de stream qui permet en même temps de streamer avec un système de monétisation à monnaie locale. Et là, par exemple, on est à 90% là, Visa est sur le projet, toutes les licences sont dessus. Et nous, derrière, ce projet vise simplement à permettre à tous les créateurs de contenu, surtout aux artistes, de pouvoir être sur la plateforme, de pouvoir être monétisés à monnaie locale et de pouvoir recevoir leur argent en temps réel, parce que l'application leur permet simplement de pouvoir donc, il reçoit directement son argent et automatiquement il peut utiliser son argent via ses mobile money et on lui donne aussi une carte prépayée. Et donc, une fois qu'ils ont des cartes prépayées, ça leur donne aussi accès, par exemple, vous qui êtes les mélomanes, tout le monde, vous avez de la carte prépayée, ça vous donne accès déjà à tout un parterre d'artistes qui peut vous permettre facilement de pouvoir donc participer à leurs concerts, à leurs showcases, à tout ce qui va avec des remises importantes que Visa accorde à tous les mélomanes ou bien à tous les détenteurs de ces cartes-là. Donc, c'est là que nous sommes en train de venir pour pouvoir optimiser la monétisation des œuvres avec le digital de nos artistes. Félicitations. Ouais. J'ai une question sur tu as parlé de monétisation des œuvres sur les réseaux sociaux. Exact. Tu peux mieux expliquer ça? Comment ça se passe concrètement? Aujourd'hui, par exemple, là-bas, ce qu'on va faire, c'est que avec notre application, vous savez, aujourd'hui, pour qu'ils puissent percevoir de l'argent, surtout les artistes, les artistes musiciens d'abord, c'est avec eux que je suis le plus, après on attaque les autres, mais avec les artistes musiciens, quand par exemple ils sont sur Spotify, pour qu'ils soient par exemple monétisés, c'est-à-dire que quand on les stream, ils sont privés de plus de 80% de leurs revenus. Bon, justement parce que les fanbase d'abord, c'est d'abord local, et en plus, l'argent doit d'abord se retrouver en Europe avant que l'argent ne puisse arriver ici. Donc, il y a plusieurs frais qui sont dessus. Donc, ils sont privés de plus de 80% de leurs revenus. Donc, nous, derrière ce qu'on fait, on a décidé de travailler avec ces différentes plateformes-là, de pouvoir donc, par d'intégration d'API, tu comprends mieux, voilà, de sorte à pouvoir donc faire ressortir déjà tous les quantités de stream dans un pays donné, surtout au niveau de l'Afrique francophone. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le Bureau ivoirien des droits d'auteur, ou bien le BBDA, en tout cas les bureaux
gestion de droits d'auteur. Donc, ça leur permet simplement de pouvoir savoir exactement en Côte d'Ivoire, voilà la quantité de stream. Et donc, la SACEM leur reverse de l'argent et ça permet directement de leur reverser. Autre chose, autre alternative, via notre plateforme, on a également ces API-là qui permettent en même temps de... C'est-à-dire que l'argent qui ont été streamés en Côte d'Ivoire, automatiquement, ils sont convertis directement en monnaie locale et ça permet directement de payer l'artiste en temps réel sans aucune intermédiation. Et c'est là qu'on utilise vraiment la blockchain pour pouvoir véritablement faire la sécurité, de la traçabilité de tout ce que nous faisons. Je pense que je vais me mettre à chanter. Hein. Tu sais, je suis un bon chanteur. Hein. Ah ouais, oui, j'interprète bien Onel Mala. Ah ouais, super. Ouais, donc, un de ces quatre, si tu organises un événement, je vais interpréter Onel Mala et tu verras. Ouais, super. Donc, fais tes produits alors. Sans problème. On va monétiser ça via tes plateformes. C'est clair. Là, on est pratiquement à la fin. Oui, c'est ça. Quels sont des livres que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu lis? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent te ressembler. Qu'est-ce que tu lis, toi, aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu as lu? Ouais. Disons, maxi 5 livres que tu partagerais pour inciter des gens, qui pourra permettre à des gens d'entreprendre. Exactement. Peut-être que je vais te surprendre. Je lis beaucoup, mais mon problème, c'est que je lis sur des thématiques spécifiques. Par exemple, là... C'est ce qu'on veut savoir. Exactement. D'abord, on a sur le management, l'une des personnes qui m'a le plus bouleversé. D'abord, on a un auteur ivoirien qui s'appelle M. Gbalou, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais si vous lisez ses livres sur le leadership... M. Gbalou. Balou, ok. Si vous lisez ses livres sur le leadership, mais ça change. C'est un gars, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, j'ai écrit ces citations-là sur mes trucs qui me guident aussi, en fait. Et puis, il y a des livres aussi que je prends avec toi, par exemple, Les Titans de la Tech. Mais en gros, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de certifications. OK. À la différence de beaucoup de lectures. Et quand je fais des certifications, par exemple, j'ai besoin de savoir quelque chose. Par exemple, bon, ça, c'est ma méthode terre à terre. Si j'ai besoin de savoir quelque chose, je vais faire au moins une vingtaine de recherches sur la seule chose. Et puis, je peux me donner, par exemple, une semaine. Je suis que sur ça. C'est-à-dire, je ne fais pas autre chose. Jusqu'à ce que je me rassure que ce que je suis en train de faire là, j'ai une bonne maîtrise où je peux en parler devant quiconque. Tu vois? Et ça fait que souvent, je peux lire beaucoup d'articles que de livres. C'est de la lecture aussi. Oui, exactement. Et quand je suis en train de faire, pour un sujet, par exemple, je décide de faire, par exemple, la finance d'entreprise, en plus des livres que je vais prendre avec toi, mais quand je lis, s'il y a des parties que je ne comprends pas bien, je vais aller chercher des articles de façon plus spécifique sur Internet. Et je vais commencer à approfondir. En fait, le truc, c'est que quand je finis de lire un truc, il faudrait que je sois capable de l'expliquer comme si je suis... Tu as toujours été le domaine. Exactement. Et là, je ne me contente pas de lire plusieurs, mais je me contente de pouvoir aller en profondeur sur un sujet, en fait, en ayant vraiment beaucoup de sujets diversifiés sur la chose. Donc, en gros, pour des livres, c'est pas, il y a tellement qui me viennent en tête, je ne sais pas comment je vais le dire, mais... On pourra mettre après dans la description de la vidéo. Oui, exactement. Après, je t'enverrai. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de livres qui m'inspirent. Et quand ça m'inspire, après, quand je change de sujet, il y a d'autres choses qui vont venir. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense qu'après, je t'enverrai déjà une liste. Et puis, tu vas pouvoir mettre ça dans la présentation de la vidéo, en fait. C'est quoi la citation qui te guide dans ton parcours entrepreneurial? Oui, comme je l'ai répété ici peut-être 2 fois, mon succès entrepreneurial ne repose pas sur un produit, mais ça repose sur mon why. Voilà. Et elle est de toi, cette citation? Oui. Super. Oui, parce que ça, je me dis que en tout cas, personnellement, je suis convaincu que ça peut me permettre d'être assez flexible. L'entrepreneur est guidé par 3 éléments majeurs. Il y a sa flexibilité, donc sa capacité à s'adapter en fonction donc de son changement. Charles Darwin disait, les plus intelligents, ce ne sont pas des personnes qui résolvent des problèmes complexes, mais
c'est des personnes qui sont capables de s'adapter quand il y a un changement majeur. Oui. Donc, l'adaptation. Il y a aussi Stephen Hawking qui disait pratiquement la même chose. Exact. Qui disait l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter au changement. Au changement. Donc, et ça, c'est un élément très, 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 très important parce que s'il arrive, par exemple, prenez le cas qui faisait les... Comment j'appelle ça? Les gens qui faisaient les voitures seconde main, et après 5 ans, qui faisaient rentrer les voitures. Avec un seul décret, cette activité a été arrêtée. Oui. Mais les plus intelligents ont pu s'adapter. Les plus faibles ont disparu. Donc, c'est cette capacité-là, cette flexibilité. Et après, on a donc la rentabilité. Donc, on est focus sur le volet technique pour la rentabilité. Et comment est-ce qu'on rentabilise déjà notre produit? Comment est-ce qu'on maîtrise nos coûts de production? Comment est-ce qu'on rentre vraiment dans l'aspect pratique de la gestion opérationnelle? Et après, comment est-ce qu'on minimise les risques? Voilà. Donc, ça, c'est des éléments, en fait. Et donc, pour moi, dans n'importe quel domaine, ces principes s'adaptent. Donc, le why est l'élément clé qui peut me guider à avoir le succès. Voilà. En tout cas, vraiment. Merci, Charles. Ouais. Tu sais, au début, tu m'as dit que ça n'allait pas être un coup magistral. Je pense que ça en a été un. Et j'ai cette dernière question qui me vient à l'esprit. Einstein ou Isaac Newton? Tu choisirais qui? Einstein. Einstein? Ouais. Pourquoi? J'ai beaucoup étudié déjà les différentes théories. La première théorie d'Einstein, c'est la capillarité. J'ai suivi beaucoup de ces théories jusqu'à ce qu'il arrive là. Isaac Newton, oui, c'est bien, mais Einstein. Merci. C'est quoi ton mot de fin? Merci à toi, merci à toute l'équipe de production. Et je pense que l'initiative, elle est noble. J'encouragerais vraiment tous les jeunes entrepreneurs, les futurs entrepreneurs qui suivent. Nous avons donné quelques conseils. Ce ne sont pas des paroles d'évangile. Chaque personne a ses réalités, a ses expériences. Donc, c'est de regarder ce qui est bon dedans, qui peut être adapté. Et voilà, la marche, c'est pour nous tous. Et le changement de notre pays et le développement de ce pays-là reposera sur le développement des valeurs. Quand on parle du PIB, c'est quoi? Le cumul de toutes les valeurs ajoutées, non? Exactement. Mais s'il y a peu d'entreprises qui apportent de grandes valeurs ajoutées, on n'aura pas du grand PIB. Exactement. Donc, il faudrait que nous arrivions à un moment donné à nous lancer. Nous ne devons pas prendre peur. Et notre environnement est fait en sorte que ceux qui connaissent du succès en entreprise, en entrepreneuriat, c'est en fait des héros. Moi, je les appelle les héros. Voilà. L'entrepreneuriat devient un acte héroïque ici. Parce que tel que c'est configuré, et nous appelons, on a beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes, les princes, les ingénieurs qui sortent de partout. Il y a plein qui sont des héros, il y a plein, ils ont ce truc-là en eux. Il n'y a rien d'exceptionnel entre nous autres. Voilà, parce qu'on est tous, on a fait les mêmes parcours ici à Abidjan et partout. Voilà, donc si on est arrivé à faire quelque chose, à créer petit quelque chose et qu'on continue, tout le monde peut le faire. Voilà, donc c'est de pouvoir y croire et appliquer quelques petits principes qui peuvent nous permettre d'être orientés et atteindre nos objectifs. En tout cas, merci Charles. Merci. C'était chaud. Ouais. C'était passionnant, c'était très inspirant. Merci. Je te remercie vraiment pour ta disponibilité. Merci. Je n'ai pas senti le temps passer. Ah ouais, ça tu vois, tu imagines le nombre de questions que j'avais prévues. Mais on est tellement allé deep sur certains points. C'était un réel enseignement pour moi. J'espère que ça va vraiment profiter également aux personnes qui nous écoutent. Exact. Merci. J'ai vraiment pris plaisir d'être dans ta présence. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt.